Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pédagogie, crise, mémoire, repère. Collection dirigée par Loïc Chalmel, Michel Fabre, Jean Housset et Michel Soetard. La collection Pédagogie, crise, mémoire, repère répond à un triple objectif. 1. Elle se propose de soumettre à la réflexion théorique les problématiques et les situations de crise qui agitent le monde pédagogique. 2. Elle vise à vivifier les mémoires historiques capables d'éclairer le pédagogue pour l'action présente. 3. Elle entreprend de décrypter les repères philosophiques, éthiques, politiques qui portent le pédagogue en avant des réalités. Apparaître. Pierre Billouet, figure de la magistralité 2009. Liste des abréviations utilisées. ABC, abécédaire vidéo. AO l'anti-Oedipe. Capitalisme et schizophrénie 1. B. Le bergsonisme. CC, critique et clinique. Des dialogues. Docteur, différence et répétition. E. Empirisme et subjectivité. F. Foucault. FB. Francis Bacon. Logique de la sensation. Idée, l'île déserte et autres textes. Texte et entretien, 1953 à 1974. L'image mouvement. Cinéma, 1. Haïti, l'Elmet jetant. Cinéma, 2. LS, logique du sens. MP, 1000 plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2. NPH, Nietzsche et la philosophie. N. Nietzsche. K. La philosophie critique de Kant. PS, Proust et les signes. PSM, présentation de Sacher Masoch. Pli le pli. Leibniz et le baroque. P pour parler. PV, Périclée et Verdi. La philosophie de François Châtelet. QPH, qu'est-ce que la philosophie? RF, de régime de fou. Texte et entretien, 1975 à 1995. SPE, Spinoza et le problème de l'expression. Superposition. Regard de l'enfance si particulier, riche de ne pas encore savoir, riche d'étendue, de désert, grand de naissance comme un fleuve qui coule. L'adulte a vendu l'étendue pour le repérage. Âge des questions. Pourquoi y a-t-il tant de jours? Où vont les nuits? Âge d'or des questions et c'est de réponses que l'homme meurt. Henri Michaud. Introduction. Les propos que nous échangions comme balles de coton ou de caoutchouc, Deleuze nous les renvoyait durcis et alourdis comme boulets de fonte ou d'acier. On le redouta vite pour ce don qu'il avait de nous prendre d'un seul mot en flagrant délit de banalité, de niaiserie, de laxisme de pensée. Pouvoir de traduction, de transposition. Toute la philosophie scolaire et éculée passant à travers lui en ressortait méconnaissable, avec un air de fraîcheur, de jamais encore digéré, d'âpre nouveauté, totalement déroutante, rebutante pour notre faiblesse, notre paresse. Michel Tournier. Lorsque Claire Parnet interroge Deleuze sur le terme professeur dans l'abécédaire, il remarque en premier lieu « J'ai aimé profondément faire court. ABC, professeur. » Pendant les minutes qui suivent, on réalise que Deleuze est riche d'une grande réflexion concernant l'enseignement de la philosophie. Ses talents de professeur sont connus et reconnus. La distribution de certains enregistrements et la diffusion de ses cours sur Internet permettent d'apprécier la grande qualité de ceux-ci et l'envoûtement suscité par cette voix rauque et douce à la fois. En bref, Deleuze avait un don pour l'enseignement. Mais au-delà de ce constat sur la personne, teinté d'idéologie romantique, le talent de Deleuze peut s'expliquer par un souci constant de penser ce qu'apprendre veut dire. D'ailleurs, celui-ci revendique bien plus le travail, des heures de préparation pour quelques minutes d'improvisation qu'un mystérieux don. S'il fut un grand professeur, il le doit avant tout à une réflexion approfondie sur l'apprentissage. Le parcours de son œuvre permet de vite comprendre que les réflexions de l'abécédaire, 1988, sont le fruit d'un intérêt permanent pour l'apprendre et le concept de problème. Cette réflexion est avant tout philosophique. C'est parce que Deleuze s'interroge sur le problème du transcendantal et sur ce que signifie penser, qu'il est conduit à problématiser l'apprendre et à construire un concept de problème. C'est pour cela que j'aimerais penser avec Deleuze l'enseignement de la philosophie,
penser avec les outils conceptuels qu'il propose. Deleuze peut être considéré comme faisant partie de la lignée des grands philosophes de l'éducation, peut-être même faudrait-il dire, un des rares philosophes de la seconde moitié du XXe siècle à prendre au sérieux l'apprentissage. Un indice probant est son intérêt pour les récits d'apprentissage, au sens large. Souvent, Deleuze porte l'accent sur les dimensions éducatives, formatives, pédagogiques d'un auteur qu'il aime et étudie. La lecture de la recherche du temps perdu est symptomatique. Il y soutient une position volontairement originale. Il s'agit, non pas d'une exposition de la mémoire involontaire, mais du récit d'un apprentissage. PS 10. Autres exemples, dans le cinéma. Parmi ses réalisateurs préférés, ils sont nombreux à l'être pour des raisons qui ont trait à l'apprentissage ou au problème. Ainsi, Fellini filme des cristaux de temps en formation, Haïti 117 à 121, Kurosawa filme des situations-problèmes, IM 255 à 260, Haïti 168 et 229. Pasolini construit une opposition entre théorème et problème, Haïti 226 à 227. Godard utilise des catégories de problèmes qui introduisent la réflexion dans L'. Image même Haïti 242. Et Wells se fait le chantre nietzschéen de la critique de la volonté de vérité, de la méchanceté et de la bêtise, Haïti 179 à 191. Toujours sensible au récit d'apprentissage dans l'art, sous des formes variées, Deleuze capture les éléments concrets produits par les artistes afin d'alimenter sa réflexion sur les conditions effectives de la pensée. Loin de faire du pédagogique un appendice ou un aspect secondaire de sa philosophie, il a hissé les questions pédagogiques à un niveau proprement transcendantal. L'apprentissage et le problème ne sont pas des questions annexes, seulement techniques chez lui, c'est-à-dire d'application. Ce sont des problèmes essentiels, donc premiers pour celui qui s'étonne du fait de la pensée, mystérieuse, rare. Le pédagogique devient forme de la pensée. Dès lors, le problème de l'effort de la pensée n'est pas comment acquérir des connaissances et les transmettre à qui le voudrait, mais comment réussir à produire des idées et forcer quelqu'un à le faire. En effet, l'une des thèses profondément pédagogiques de Deleuze est celle d'un transcendantal qui envisage les conditions effectives de la pensée. Deleuze ne cherche pas à savoir ce qui rend une pensée vraie en droit, mais ce qui rend une pensée existante en fait. Le problème est radical et originaire. Comment advient la pensée ? Cela suppose qu'on ne tienne pas pour évident le fait de pouvoir penser. Répondre qu'il suffit de vouloir penser, c'est s'inscrire dans une tradition philosophique qui n'est pas celle de Deleuze. Si Deleuze peut féconder une réflexion sur l'enseignement de la philosophie, c'est parce qu'il affronte en toute naïveté le fait qu'on n'a aucune raison a priori de vouloir dépenser du temps et de l'énergie à une activité comme penser. La figure de l'élève est la première concernée. Le problème soulevé par Deleuze a donc des échos décisifs pour penser une situation d'enseignement de la philosophie. À quelles conditions, effectives, un individu est-il conduit à penser, à s'intéresser à des problèmes, à les construire, à les poursuivre, à les désirer ? Comment un élève pourrait-il désirer poursuivre une entreprise dont, nous dit Deleuze, la naissance est toujours due à une violence, à la griffe des signes du réel qui force à penser ? PS 115 à 118, 2. Néanmoins, l'enquête de ce livre n'est pas une synthèse thématique. Il ne s'agit pas d'un exposé sur Deleuze et l'enseignement. Quel est alors le fil de cette enquête ? La réflexion prend pour cadre le très important chapitre 3 de Différence et répétition, consacré à l'image de la pensée. Deleuze y expose 8 postulats de l'image dogmatique de la pensée. C'est un moment important qui fournit les principaux thèmes deleuziens féconds pour une réflexion sur l'enseignement de la philosophie. La critique de l'image dogmatique de la pensée est tout entière une généalogie de la raison pédagogique. 3. Cette critique constitue un problème qui ne cesse de hanter Deleuze et qui représente probablement son plus grand apport à la philosophie, la noologie comme prolégomène à la philosophie. Il le dit lui-même dans un écrit tardif. Je suppose qu'il y a une image de la pensée qui varie beaucoup, qui a beaucoup varié dans l'histoire. Par image de la pensée, je n'entends pas la méthode, mais quelque chose de plus profond, toujours présupposé, un système de coordonnées, des dynamismes, des orientations, ce que signifie penser et s'orienter dans la pensée. L'image de la pensée est comme le présupposé de la philosophie, elle la précède, ce n'est pas une compréhension non philosophique cette fois, mais une compréhension pré-philosophique.
Il y a bien des gens pour qui penser, c'est discuter un peu. Certes, c'est une image idiote, mais même les idiots se font une image de la pensée, et c'est seulement en mettant à jour ces images qu'on peut déterminer les conditions de la philosophie. Cette étude des images de la pensée, on l'appellerait noologie, ce seraient les prolégomènes à la philosophie. Page 202 à 203, confère aussi RF 339. La première partie de cet ouvrage développe les conséquences de la critique des 3 premiers postulats de l'image dogmatique de la pensée. C'est le problème de la genèse de la pensée. Pourquoi aurait-on envie de penser ? Cela ne va pas de soi. Y a-t-il une bonne volonté de penser, comme semble l'avoir cru la tradition philosophique ? Dans ce cas, est-ce le sujet qui pense ? Constitue-t-il le lieu de la synthèse des idées ? L'activité du sujet pensant consiste-t-elle à reconnaître des idées ? On voit dans ces questions les liens étroits et brûlants avec des questions pédagogiques. Ce premier problème qui nous occupera peut se poser simplement : pourquoi désire-t-on apprendre ? C'est le statut de la volonté qui fait problème. Le professeur ne se retrouve-t-il pas, de par son métier, dans une situation analysée comme intrinsèquement contradictoire par les philosophes, la régression à l'infini de la volonté. Face à l'absence d'intérêt des élèves, on voudrait qu'ils veuillent apprendre. Mais vouloir pose d'inextricables difficultés. Le problème est pratique et concret. Comment en vient-on à désirer philosopher ? Éthologie et non sermon. Sur ce point, Deleuze conteste 2 déterminations du transcendantal kantien. Il serait personnel et formel. Après la critique des 3 premiers postulats de l'image dogmatique de la pensée, nous obtiendrons 2 nouvelles déterminations du transcendantal. Il est bien plutôt impersonnel et matériel. Il faudra en percevoir les conséquences pour un enseignement de la philosophie. Dans la seconde partie, nous aborderons un point jugé fondamental par Deleuze et trop souvent laissé dans l'ombre. Il concerne les 4e et 5e postulats. Assujettir la différence au même, ce 4e postulat semble contenir tous les autres. C'est parce qu'on place le même à la source de tout, qu'on produit une image de la pensée complètement erronée. Face à cela, seule la puissance du paradoxe permet de faire vaciller les certitudes, la répétition du même, l'amour des solutions, la synthèse subjective, etc. C'est donc depuis la différence que la pensée peut émerger. Or la différence dans la pensée, c'est la bêtise. Le 5e postulat conteste que l'erreur soit le négatif de la pensée. En fait, l'erreur est l'envers du vrai, elle est reproduite d'après le vrai et n'est qu'un fantôme du même. Au contraire, la bêtise est un différenciant, un élément discordant qui ébranle le socle de l'image dogmatique de la pensée. La bêtise est à la fois ce qu'il y a de plus redoutable et ce qui peut arriver de mieux à la pensée. Il faudra voir comment Deleuze s'est progressivement approprié ce terme pour en faire un concept. Je soutiendrai qu'un des concepts clés de Deleuze est celui de bêtise 4. Il s'inscrit dans un plan d'immanence, image deleuzienne de la pensée, fait de champs problématiques traversés par un personnage conceptuel. L'idiot 2, la notation en exposant permet de ne pas le confondre avec l'idiot cartésien. Les implications pédagogiques d'un tel concept sont également très riches. Ce deuxième moment permet de renverser la 3e détermination du transcendantal kantien, son caractère anhistorique et immuable. Au contraire, le transcendantal est déterminé par des conditions historiques, qui sont comme les feuillets de la bêtise. Enfin, dans la 3e partie, nous aborderons le mode de fonctionnement du problématique comme tel, en lien avec les 3 derniers postulats de l'image dogmatique de la pensée. Cela concerne la forme propositionnelle du savoir, la prévalence des réponses, et la forme de la pensée comme savoir méthodique récapitulant des connaissances figées, savoir que. À cela Deleuze oppose d'autres critères qui bousculent fortement les pratiques pédagogiques, nommément visées puisque Deleuze parle de préjugés scolaires. Nous verrons la fonction essentielle du personnage conceptuel, dans ce que Deleuze nomme le statut pédagogique du concept. Enfin, les mathématiques joueront un rôle important. Le rapprochement effectué par Deleuze entre mathématiques et pratiques philosophiques n'est pas arbitraire, il est d'essence. Comprendre cela est décisif pour comprendre le propre de la philosophie par rapport à d'autres pratiques, notamment dans sa dimension de discipline enseignée. Un point litigieux se joue ici.
La définition du propre de la philosophie selon Deleuze est simple: philosopher, c'est créer des concepts. Toute activité de pensée relève de la création. Faire de la science, c'est créer des fonctions. Faire de l'art, c'est créer des percepts et des affects. Ce qui distingue la philosophie de ses activités, c'est l'objet qu'elle construit, et non sa pratique, prétendument contemplative, réflexive ou communicative. Le grand problème de cette conception, pour l'enseignement de la philosophie, est son élitisme apparent. Deleuze écrit: faire ce que les grands philosophes ont fait, c'est-à-dire créer des concepts pour des problèmes qui changent nécessairement. QPH 32. Doit-on en déduire une pédagogie du génie? Doit-on essayer d'apprendre aux élèves à créer des concepts inédits? On sent bien qu'une telle position serait intenable car irréaliste. La conception deleuzienne du philosophe semble romantique par bien des points. Le philosophe en créateur est plus proche du génie kantien que du fonctionnaire qu'est l'enseignant de philosophie. Deleuze oppose en effet celui qui cherche le beau, approche formelle et inerte, à celui qui est forcé de créer, approche matérielle et dynamique, K. 81-83. N'est-on pas tenté de voir dans le premier le professeur de philosophie qui enseigne la philosophie parce qu'il l'aime, et enseigne plutôt l'histoire, inerte de la philosophie? Le second serait alors le philosophe qui crée des concepts par nécessité. Est-ce à dire que les réflexions de Deleuze soient dénuées d'intérêt, pour une réflexion sur l'enseignement de la philosophie? Deleuze lui-même oppose le fonctionnement de la pensée à celui de l'école. Quand on travaille, on est forcément dans une solitude absolue. On ne peut pas faire école, ni faire partie d'une école. D13, si on lit bien ce propos, il fustige ici l'école au sens de courant, de secte, comme on disait à propos des médecins, littéralement ceux qui suivent. Ce qui est visé ici, c'est l'école comme répétition du même, comme psittacisme généralisé, l'école comme lieu de pouvoir et de clan. Deleuze ne dit donc pas que l'école ne peut pas enseigner la philosophie, ou que la philosophie doive nécessairement se faire en marge de l'école, malgré elle, mais il souligne que la philosophie pâtit d'une image caricaturale de la pensée telle qu'elle est véhiculée dans l'école aujourd'hui. Surtout, il serait erroné de voir dans la position deleuzienne une forme de dandysme intellectuel. Pourtant tout porte à le croire. Deleuze fait de l'idée un événement rare. Il fustige l'opinion, les discussions et les débats qu'il considère comme du bavardage, l'ennemi de la pensée. L'abomination, terme qu'il emploie souvent, n'est pas l'erreur ou la folie, c'est le bavardage, surtout s'il est pédant et prétentieux. Dès lors, peut-on seulement espérer que son concept d'idée ait une portée pédagogique? Ne faut-il pas tout de suite renoncer à une théorie qui fonctionne uniquement pour les plus grands philosophes, le reste des individus étant de facto dénigrés à l'aune de critères trop exigeants? Certainement pas. L'exigence de Deleuze n'est jamais incompatible avec un optimisme et un espoir démocratique, signe de sa proximité avec le pragmatisme. Dans le sens spécifique où il le définit, il est profondément un homme de gauche 5, or la gauche a besoin que les gens pensent. Page 174, une telle expression est lourde de sens chez lui. Que les gens pensent, cela signifie qu'il problématise, qu'il ne cesse pas d'apprendre. La pensée critique, en un sens résolument anti-kantien et qui devient pléonasme avec Deleuze, n'est pas autre chose. L'une des finalités premières de la philosophie demeure donc classique chez Deleuze. Former l'esprit critique 6, mais ce qui est très original chez lui, c'est le sens que prend cette expression. Former l'esprit critique, ce n'est surtout pas entraîner au débat d'opinion, ni donner des armes rhétoriques pour pouvoir affirmer et défendre sa position parmi un champ de solutions possibles. La haute idée que se fait Deleuze de la critique a des enjeux directement politiques. Michel Fabre a raison d'étendre à de nombreuses dimensions l'émancipation par les problèmes. La critique de l'image dogmatique de la pensée constitue une véritable problématologie, car la maîtrise des problèmes constitue la condition de possibilité de l'émancipation intellectuelle, éthique, politique. 7. Le salut par les problèmes ne concerne pas que l'esprit, mais aussi et surtout les individus et les collectifs, jusque dans leur corps. À ce titre, il me semble que les concepts de Deleuze permettent de problématiser un enseignement de la philosophie avec un but modeste mais exigeant, apprendre aux élèves à construire des problèmes et à dépasser les solutions fantomatiques prises dans le champ d'un faux problème. Loin de tout esthétisme, la philosophie comme création, la philosophie de Deleuze est soucieuse de part en part de la dimension critique et politique du philosophé.
S'intéresser aux problèmes plutôt qu'aux solutions ne signifie pas un refus de s'engager dans des choix concrets et bien réels. Deleuze ne tombe pas sous la diatribe de Marx. Les philosophes ont seulement interprété différemment le monde, ce qui importe, c'est de le changer. 8. En effet, enseigner le sens du problème, loin de tout idéalisme abstrait, c'est permettre aux individus de contourner ce qui empêche précisément l'engagement et le diagnostic pertinent. Deleuze écrit ainsi à propos de Marx. Il y a des hommes dont toute l'existence sociale différenciée est liée aux faux problèmes dont ils vivent, et d'autres dont l'existence sociale est tout entière maintenue dans ces faux problèmes dont ils souffrent et dont ils remplissent les positions truquées. Docteur 268. J'essaierai de montrer que le pan-problématisme de Deleuze témoigne d'une exigence constante de l'esprit critique. Il m'a paru important de préciser ce point. D'un côté, Deleuze est un des philosophes les plus soucieux de distinguer la philosophie des autres activités de la pensée. Il est convaincu d'un propre de la philosophie, conviction qu'il tient de Ferdinand Alquier, idée 149. La philosophie serait une activité de création, comme toute activité de la pensée pour Deleuze, qui se distinguerait en ceci que le philosophe crée des concepts. D'un autre côté, nul n'est plus soucieux que Deleuze du rapport non philosophique à la philosophie, pages 41 et 191. Nul n'est plus soucieux d'avoir un public non philosophique. Il avoue même détester les étudiants de philosophie, ABC, professeur. Or nous savons bien que 99% des élèves qui bénéficient d'un cours de philosophie ne se destinent pas à la philosophie. Se servir des outils deleuziens pour penser l'enseignement de la philosophie, ce n'est donc en aucun cas essayer de construire une pédagogie du génie qui essaie d'apprendre aux élèves à créer des concepts au même titre que les philosophes patentés. C'est pourquoi cet ouvrage enquête sur la conceptualisation deleuzienne du problématique, qui est un passage nécessaire mais non suffisant vers la création de concepts inédits. Ce qui nous paraît enseignable, c'est l'effort de problématiser. Tous les philosophes en font preuve. Ce qui distingue ensuite un grand philosophe d'un individu lambda est sans doute bien trop complexe pour pouvoir faire l'objet d'un enseignement. Nota bene. Dans ce livre, on rencontre souvent le nom propre, Deleuze. Qu'est-ce que cela signifie ? Il faudrait essayer de réfléchir sur l'usage des noms propres. Que veut-on dire quand on dit Cuvier, Newton ? Au fond, ce n'est pas clair. 9. Deleuze y a réfléchi. Il nous semble donc idoine, à propos de chacune de ces idées ou même de la théorie qui se dégage du système de ces idées, de préciser à la manière de Canguilhem qu'il s'agit d'idées, que le nom de Gilles Deleuze résume et signe. 10. En effet, les idées que je lui prête ou que j'avance à partir de lui et grâce à lui renvoient à des livres qu'il a signés, et à d'autres qu'il a co-signés avec Félix Guattari. C'est donc par commodité que j'emploie le nom propre. L'événement, l'excéité, la tornade, Deleuze. C'est aussi par commodité que j'emploie la première personne du singulier pour me désigner, conscient par ailleurs que ce « je » n'est qu'un lieu d'apport, qui mériterait sans doute d'être appelé « nous », si ce pronom ne correspondait pas à un usage pompeux, dit de majesté. Remerciements. Je remercie les diverses rencontres, de la plus évidente à la plus insoupçonnable, qui m'ont permis de désirer faire cette enquête et d'avoir la force de la mener. Hormis les livres de Deleuze, cause première de cette force productrice, et de nombreux autres livres, je puis consciemment avoir l'idée joyeuse de ces causes extérieures, mes parents qui m'ont amené à l'existence, la mémorable colocation et l'amitié qui en est née, avec Maxence, Vincent et Frédéric, où les sujets de philosophie fusaient sans sérieux. Les cours de Jean et David notamment, Michel, la bonne rencontre directrice pour cette recherche, Jean-Nicolas, relecteur acrobate en toute situation, et les nombreux paysages pressentis de Carole. Première partie, les conditions effectives de l'apprentissage. Comment en vient-on à désirer philosopher ? Un homme qui pense est généralement un homme qui croit penser, et qui en réalité se fait la classe. Charles Péguy. On ne sait jamais comment quelqu'un apprend, mais de quelque manière qu'il apprenne, c'est toujours par l'intermédiaire de signes, en perdant son temps, et non par l'assimilation de contenus objectifs. Qui sait comment un écolier devient tout d'un coup bon en latin ? Quels signes, au besoin amoureux ou même inavouables, lui ont servi d'apprentissage ? Nous n'apprenons jamais dans les dictionnaires que nos maîtres ou nos parents nous prêtent. Le signe implique en soi l'hétérogénéité comme rapport. On n'apprend jamais en faisant comme quelqu'un,
mais en faisant avec quelqu'un qui n'a pas de rapport de ressemblance avec ce qu'on apprend. Gilles Deleuze. Deleuze s'interroge sur la matérialité de la pensée et son fonctionnement réel et effectif. Cette exigence implique un double rejet. L'un est de niveau psychologique, ou plutôt socio-historique. Le second est plus proprement philosophique. Premièrement, on ne peut pas supposer une bonne volonté de penser, surtout chez les élèves. Si un individu arrive avec la volonté de savoir des choses, on a toutes les raisons d'être méfiant. L'élève zélé et pressé de savoir est souvent un élève qui a peur, un élève réactionnaire, au sens nietzschéen ou un cynique. Il sait que l'échec scolaire est synonyme de bien des impasses sociales. Il apprend pour ne pas mourir socialement. Il sent que ses parents mettent beaucoup de pression sur lui. Il apprend en contre-réaction à cette volonté imposée du dehors. Il a intériorisé le discours de la compétition scolaire, il veut être le meilleur. Deleuze est proche de Nietzsche et de Foucault dans son soupçon sur la volonté de vérité, qui cache toujours des procédés de savoir liés à des violences, des puissances ou des pouvoirs. Page 159. En ce qui concerne la philosophie, c'est surtout un certain enseignement de l'histoire de la philosophie qui est suspecté. Page 14 à 15. Les termes de Deleuze sont crus pour évoquer une forme de bourrage de crâne, d'intimidation qui sert de garante d'accès au temple de la philosophie. L'histoire de la philosophie a toujours été l'agent de pouvoir dans la philosophie et même dans la pensée. Elle a joué le rôle de répresseur. Comment voulez-vous penser sans avoir lu Platon, Descartes, Kant et Heidegger, et le livre de tel ou tel sur eux ? Une formidable école d'intimidation qui fabrique des spécialistes de la pensée, mais qui fait aussi que ceux qui restent en dehors se conforment d'autant mieux à cette spécialité dont ils se moquent. Dès 19 à 20, la conclusion est radicale, c'est la pensée qu'on empêche ainsi. Une image de la pensée nommée philosophie s'est constituée historiquement qui empêche parfaitement les gens de penser. Ibidem, Deleuze vise en fait une certaine forme d'enseignement de la philosophie propre à la France depuis Victor Cousin, 11. Le second rejet concerne la forme du transcendantal. Deleuze s'oppose aux fausses jeunesse de Kant et de Husserl, qui opèrent un tour de passe-passe, en se contentant de concevoir le transcendantal à l'image et à la ressemblance de ce qu'il est censé fonder. LS 118 à 119 et 128. L'enjeu pédagogique décisif vient de ce souci de construire une véritable genèse de la pensée, qui ne soit pas un décalque ad hoc des résultats de la pensée sur leurs conditions. C'est le grand reproche de Deleuze. Décalquer le transcendantal sur les figures de l'empirique. Docteur 187. Autrement dit, Kant et Husserl se donnent déjà tout dans leur pensée de la Genèse. Ils font du transcendantal impossible, au sens bergsonien, c'est-à-dire qu'ils lui donnent les caractéristiques du réel, en leur enlevant l'existence. Ils calquent donc l'image de la pensée advenue sur le transcendantal, en lui enlevant l'existence réelle. C'est une simple opération sur la modalité, un tour de passe-passe qui n'explique aucunement la genèse effective de la pensée. Kant et Husserl sont tournés vers le passé. Au contraire, Deleuze se tourne vers l'avenir. Il veut penser la genèse de la pensée dans le sens où elle a lieu effectivement, du fond grouillant et obscur à l'idée adéquate, de l'absence totale d'intérêt pour une question à la nécessité vécue de devoir développer un problème. Mais comment passe-t-on de l'un à l'autre ? Tout apprentissage doit être ainsi pensé dans son orientation vers le futur et les progrès. PS 36. La question est celle que se pose toujours le professeur de philosophie: comment donner envie aux élèves de faire de la philosophie ? Pour Deleuze, la question est déjà mal formulée. Il vaudrait mieux dire: comment faire advenir la pensée en lui ? La génitalité de la pensée est une question de physique de la pensée, non un affrontement des volontés. Cette question de la volonté de l'élève est à la fois de nature éthique et logique. La dimension éthique souligne la violence que constitue toute imposition de volonté. Si le professeur n'obtient pas de ses élèves ce qu'il veut, il risque de recourir à des stratagèmes vicieux. Ce point est le plus trivial, mais le plus brûlant dans les classes. Combien de professeurs de philosophie recourent à des méthodes aussi abjectes que la pression de l'examen ou la menace d'un devoir supplémentaire, sous-entendent l'imbécilité des élèves, qui sont bien sots de ne pas s'intéresser aux profondes questions de leurs professeurs, ou encore souscrivent à l'opinion pour s'accaparer la sympathie des élèves. C'est le monde de la force pure, celui de l'affrontement des volontés qui passe par la violence, la duperie, le dressage, etc.
L'aspect logique du problème est plus radical. De nombreux philosophes analytiques contemporains s'intéressent à la notion de volonté, et ont bien montré qu'elle se dissout dans un paradoxe étonnant, celui de la régression à l'infini. La critique de la volonté passe par les degrés supérieurs qu'elle présuppose. Un dépendant à la drogue peut penser « je veux de la drogue » et en même temps « je ne veux pas vouloir de la drogue ». Cet exemple simple illustre bien l'illusion de la première volonté, comme disait Spinoza. Je crois désirer librement parce que j'ignore les causes de ce désir. Si celui-ci était vraiment fondé, il faudrait pouvoir le vouloir. Cela est possible, pensera-t-on, on peut vouloir quelque chose vraiment et vouloir le vouloir. Mais alors, il faudrait pour que cette volonté soit vraiment un acte libre du sujet, qu'il la veuille vraiment. Etc. Cette déconstruction logique de la volonté par l'absurde touche au plus près la situation enseignante. En effet, lorsqu'un professeur donne un sujet de réflexion à un élève, il lui demande de réfléchir sur une question. Qu'est-ce que cela signifie sinon ? Je veux que tu veuilles réfléchir sur ceci. Car si l'élève ne veut pas vraiment réfléchir au sujet, il y a de grandes chances que ce qu'il en pense soit au plus haut point inintéressant. Comment peut-on espérer un travail pertinent de la part d'un individu qui n'a lui-même éprouvé aucun intérêt à produire son propre discours ? Mais que sanctionne-t-on alors ? Un manque de volonté ? De telles remarques peuvent paraître triviales. Nous ne pensons pas qu'elles le soient, car le cœur du problème de l'apprentissage se situe ici. Tant qu'on restera sur la présupposition d'une bonne volonté de pensée des élèves, on se heurtera à cette alternative dramatique. Soit l'élève obtempère souvent pour de mauvaises raisons, volonté dressée à obéir, capacité à s'auto-convaincre de l'importance d'une chose selon des critères extrinsèques, soit il demeure étranger au problème, ce qui est logique au vu des circonstances d'imposition de la question 12. Dans tous les cas, on reste bloqué au niveau des dimensions subjectives de la question. Je m'intéresse à cette question parce qu'une personne représentant l'autorité me dit que c'est intéressant, ou bien, je m'en détourne parce que ça ne fait pas partie de mes centres d'intérêt. Pour dépasser cette alternative, il faut accéder à l'essence objective des problèmes qui les rend nécessaires. Il s'agit de créer les conditions objectives de la question, celles qui forcent à penser. En ce sens, Deleuze retrouve la fonction générative de l'étonnement telle qu'elle était pensée par Platon, qui distingue les objets reconnaissables et les signes rencontrés. PS 122 13 À l'aide d'Artaud, on peut résumer le foyer inaugural de la pensée ainsi. Le réel est affaire de vibrations neurophysiologiques, il est composé d'images qui produisent un choc, une onde nerveuse qui fait naître la pensée. Nous sommes donc forcés de penser par la rencontre avec le réel. En même temps, il y a un constat d'impuissance, un impouvoir de la pensée qui est le problème essentiel de la pensée. Cette contradiction interne crée une différence de potentiel qui assure l'effort de la pensée, qui fait de la pensée un être toujours à venir. Haïti 215 à 218. La genèse de la pensée est donc objective, elle est nécessaire et elle assure en droit un devenir infini de la pensée. Explorons donc, dans cette première partie, les différents problèmes posés par la genèse de la pensée. C'est la question de l'amorce, essentielle dans tout apprentissage et plus encore en philosophie, discipline réputée à tort selon Deleuze, abstraite et difficile. Amorce vient de l'ancien français amordre, mordre. Matière détonante servant à provoquer l'explosion, manière d'entamer, de commencer, début, ébauche. 14. Qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à une question, qu'on rentre dans un problème, qu'on trouve assez de désir en soi pour perdurer dans l'élaboration d'un problème, sans se lasser ni se laisser tenter par les sirènes des solutions ? Chapitre 1 La griffe de la nécessité, un transcendantal matériel. La pensée n'est rien sans quelque chose qui force penser, qui fait violence à la pensée. Plus important que la pensée, il y a ce qui donne à penser, plus important que le philosophe, le poète. Le leitmotiv du temps retrouvé, c'est le mot forcer. Des impressions qui nous forcent à regarder, des rencontres qui nous forcent à interpréter, des expressions qui nous forcent à penser. Gilles Deleuze. Dans ce chapitre, ainsi que dans le suivant, nous allons aborder la détermination matérielle du transcendantal deleuzien. D'un point de vue pédagogique, il est plus efficace de commencer par celle-ci. Cela permet de comprendre la genèse de la pensée qui s'exprime en termes de rencontre. Alors que la détermination formelle du transcendantal kantien assurait la nécessité de ce qui est pensé,
Deleuze déplace le problème vers la nécessité du fait de penser. L'intérêt désintéressé. La position deleuzienne est salutaire d'un point de vue psychologique et éthique. Il est intéressant de le relever. Il fait sienne la critique nietzschéenne et proustienne de la volonté de vérité, critique qui est à la racine du bouleversement de l'image dogmatique de la pensée. Le tort de la philosophie, c'est de présupposer en nous une bonne volonté de penser, un désir, un amour naturel du vrai. Aussi la philosophie n'arrive-t-elle qu'à des vérités abstraites, qui ne compromettent personne et ne bouleversent pas. Les idées formées par l'intelligence pure n'ont qu'une vérité logique, une vérité possible, leur élection est arbitraire. Elles restent gratuites, parce qu'elles sont nées de l'intelligence qui ne leur confère qu'une possibilité, et non pas d'une rencontre ou d'une violence qui garantirait leur authenticité. PS 24 confère aussi QPH 63. Doit-on craindre de ce nietzschéisme des conséquences relativistes ? Peut-on tolérer de la part des élèves un refus de réfléchir sur telle ou telle question sous prétexte que cela ne les intéresse pas ? N'est-ce pas le règne de l'arbitraire et de la paresse intellectuelle ? Pour répondre à ces inquiétudes, rappelons que Deleuze vise ici ce qu'il nomme les présupposés subjectifs et implicites Docteur 169 et QPH 31, incarnés par Descartes. Chacun saurait ce que veut dire penser et disposerait d'un bon sens pour juger. 15. La connaissance philosophique serait donc désintéressée, comme les philosophes ont essayé de nous le faire croire depuis Aristote. D'importants travaux ont analysé de manière critique cette posture. L'objection peut être encore plus rapide. Dès lors que les philosophes subordonnent l'effort de penser à la volonté de penser, souvent synonyme de volonté de connaître la vérité, ils n'échappent pas en droit à un psychologisme. Logiquement, on n'est donc pas autorisé à parler de désintéressement 16. Deleuze opère un chiasme et renverse la tradition. On passe du désintéressement intéressé à l'intérêt désintéressé. Qu'est-ce que cela signifie ? D'un côté, les philosophes revendiquent souvent le fait que la philosophie n'a pas à être intéressante, les ennemis sont l'utilitarisme, la pédagogie nouvelle, etc. Mais cette revendication est intéressée puisqu'elle leur permet de construire un champ symbolique qui confère quelque avantage à celui qui y adhère. À l'inverse, Deleuze invite à concevoir une pensée qui ne peut exister que si elle est intéressante, cette qualité de l'idée impliquant nécessairement qu'on ne peut pas en tirer un intérêt. L'intérêt d'une idée ne signifie pas que c'est mon intérêt de l'avoir. Expliquons. La notion de rencontre crée un rapport concret avec un problème, une amorce effective qui suscite l'intérêt. Le souci de l'intéressant est fondamental pour Deleuze, qui en fait une valeur de la pensée, à la place de la vérité notamment. Le problème pour Deleuze n'est pas le faux, mais l'inintéressant, l'abstrait, le lointain, le déjà dit, déjà lu 1000 fois. Les nouveaux critères axiologiques qui distinguent la réussite de la pensée sont l'intéressant, le nouveau, le fécond. 17. Attention au contresens toutefois. Il n'y a aucune place pour le caprice dans cette détermination par l'intérêt. L'intéressant n'est pas un choix personnel, c'est une capture du dehors, une rencontre fortuite qui nous plonge dans une confusion et nous force à douter. L'intéressant nomme une situation objective en ce que celle-ci enclenche des forces machiniques qui nous mettent à penser. La pensée n'est pas la preuve de l'activité souveraine du sujet, c'est un processus qui peut éventuellement nous amener à devenir actifs. C'est pourquoi on est toujours d'abord mis à penser, plus qu'on ne se met à penser. La détermination autonome de l'individu ne peut provenir que d'une origine hétéronomique. On ne décide pas de son salut. 18. En bref, un élève ne veut penser que s'il se trouve forcé de penser, forcé par les signes, qui cherchent la vérité. Et qu'est-ce qu'il veut dire, celui qui dit « je veux la vérité » ? Proust ne croit pas que l'homme, ni même un esprit supposé pur, ait naturellement un désir du vrai, une volonté de vérité. Nous ne cherchons la vérité que quand nous sommes déterminés à le faire en fonction d'une situation concrète, quand nous subissons une sorte de violence qui nous pousse à cette recherche. Il y a toujours la violence d'un signe qui nous force à chercher, qui nous ôte la paix. La vérité ne se trouve pas par affinité, ni bonne volonté, mais se trahit à des signes involontaires. PS 23 à 24. On comprend pourquoi un élève capté par l'intéressant n'est pas dans une démarche intéressée. Il n'y a aucun calcul, aucune délibération, aucune intention préméditée. De là découle l'importance suprême des situations de rencontre,
dont la classe constitue l'exemple privilégié. L'enseignant peut devenir un maître des rencontres. Nous verrons que, loin de se constituer lui-même comme rencontre, le maître marquant les élèves de son sceau 19, il peut plutôt organiser les rencontres pour donner à penser aux élèves en restant lui-même dans une position tierce. 20. Le maximum d'intérêt n'est donc pas du tout synonyme d'un caprice, d'un choix personnel qui engage des opinions personnelles. Cet intérêt que Deleuze estime nécessaire pour penser est parfaitement désintéressé. On n'a pas le choix d'être intéressé, on ne choisit pas d'être pris par et dans un problème. Non seulement l'intérêt dont Deleuze fait le moteur de la pensée est complètement désintéressé, mais on peut même y laisser sa santé. QPH 163. La violence dans la pensée. Du caractère fortuit des rencontres, il faut passer à leur caractère violent. On est loin ici des pédagogies bienveillantes ou bien pensantes. Ni bonne volonté de l'enseignant, ni douceur et souplesse vis-à-vis des élèves. Plutôt, hasard des dispositifs et violence des échanges. Essayons de comprendre en quoi ces thèses deleuziennes sont en fait beaucoup plus généreuses que les doucereuses attentions de certaines didactiques. Qu'est-ce qui crée le fiat dans la pensée ? Contre l'intériorité d'une bonne volonté, Deleuze oppose l'extériorité des signes. Il trouve chez Proust l'essentiel de sa thèse. À l'idée philosophique de méthode, Proust oppose la double idée de contrainte et de hasard. La vérité dépend d'une rencontre avec quelque chose qui nous force à penser et à chercher le vrai. Le hasard des rencontres, la pression des contraintes sont les deux thèmes fondamentaux de Proust. Précisément, c'est le signe qui fait l'objet d'une rencontre, c'est lui qui exerce sur nous cette violence. C'est le hasard de la rencontre qui garantit la nécessité de ce qui est pensé. Fortuit et inévitable, dit Proust. PS 25. Trop souvent, les enseignants refusent de connaître les dispositions des élèves vis-à-vis de tel ou tel problème. Mais que se passe-t-il vraiment dans l'esprit d'un élève si le sujet ne l'intéresse pas ? Que retient-il dans ce cas de tout ce qu'on lui dit ? Philippe Mérieux dresse un tableau des différentes conceptions du rapport entre désir et situation pédagogique. 21. Premièrement, ignorer le désir de l'élève. On sait de toute façon ce qui est vraiment bon pour lui. Deuxièmement, attendre que le désir de l'élève émerge et s'y conformer. Ce serait la thèse de A.S. Neal et de l'école de Summerhill. Troisièmement, distinguer désir superficiel et désir authentique, mais le clivage dévoile souvent sa vraie nature qui est de subordonner la satisfaction du désir à l'absorption docile de contenu. Mérieux conclut de ce synopsis qu'aucune de ces positions pédagogiques n'est souhaitable. Il ne faut ni ignorer, ni sacraliser, ni dévoyer le désir mais au contraire, créer les conditions de son émergence. C'est pourquoi lorsqu'on prévient les éducateurs, soyez vigilants à ne pas tout transformer en déplaisir. 22. On oublie un premier moment. Les enfants ne viennent pas avec un plaisir inné qu'il faudrait préserver des atteintes des grands. La première tâche est d'amener les élèves vers un désir d'apprendre. On évitera ainsi le préjugé naïf qui veut qu'un enfant possède déjà un désir inné, dont il faudrait seulement favoriser l'émergence. Au contraire, la création des conditions d'émergence du désir passe souvent par un non-plaisir qu'est le choc de la rencontre, l'obstacle à surmonter. PS 30 à 33. L'expérience favorise la rencontre avec quelque chose qui nous force à penser. Elle joue ici un grand rôle, en tant qu'expérience des signes, perception de la difficulté, comme dit Dewey. 23. Sans l'expérience, comme faculté de la rencontre, l'intelligence demeure sur le mode de l'hypothétique. Elle présuppose une bonne volonté de penser de la part des élèves, elle n'est que le signe d'une réalité qui pourrait être vécue. Or, personne, et encore moins les élèves, ne pense s'il n'est pas forcé à penser, s'il n'y a pas des signes qui lui font violence. Aux assertions du mauvais enseignant, il manque la griffe de la nécessité, PS 116, qui caractérise la difficulté. De ce point de vue, l'élément constitutif de l'expérience, c'est le sentien d'homme, qui rend l'âme perplexe et force à poser un problème. Un passage important de différence et répétition synthétise ce point. Il faut une griffe qui serait celle de la nécessité absolue, c'est-à-dire d'une violence originelle faite à la pensée, d'une étrangeté, d'une inimitié qui seule la sortirait de sa stupeur naturelle ou de son éternelle possibilité, tant il n'y a de pensée qu'involontaire, suscitée, contrainte dans la pensée, d'autant plus absolument nécessaire qu'elle naît par effraction du fortuit dans le monde. Ce qui est premier dans la pensée, c'est l'effraction, la violence, c'est l'ennemi, et rien ne suppose la philosophie,
Tout part d'une misosophie. Docteur 181 à 182. Le sentient d'homme est l'amorce immanente de la pensée, la mise en marche du désir. Cette question ne cessera de hanter Deleuze. Il cite souvent une phrase de Heidegger qui se trouve dans les premières pages de Qu'appelle-t-on penser, 24. L'homme sait penser en tant qu'il en a la possibilité, mais ce possible ne garantit pas encore que nous en soyons capables. Docteur 188, Haïti 204, c'est une histoire de différence. Ce qui diffère de ce que je sais déjà ou croyais savoir se présente comme nouveau à ma pensée, ce nouveau me force à penser. Cet élément génital est baptisé no-choc par Deleuze. Haïti 204. La matérialité du transcendantal deleuzien est donc radicale. La question de l'avènement de la pensée est un problème neurophysiologique. Il faut produire un choc sur la pensée, communiquer au cortex des vibrations, toucher directement le système nerveux et cérébral, Haïti 203. Le no-choc relève d'une physique de la pensée. Il est affaire de différences de potentiel qui génèrent un champ de force au sein duquel émerge la pensée. Docteur 303 à 304. C'est donc la coexistence des contraires, la coexistence du plus et du moins dans un devenir qualitatif illimité qui constitue le signe ou le point de départ de ce qui force à penser. Docteur 184. La lecture deleuzienne du sublime kantien est caractéristique de ce point de vue. Le problème de savoir si elle est une surinterprétation est moins important que ce qu'elle montre. Le sublime, c'est justement le vacillement des facultés de l'entendement, l'impossibilité de penser ce qui nous arrive, ce que l'on voit, et en même temps la nécessité impérieuse dans laquelle on est de penser ce qui nous arrive. Ceci explique que le sublime kantien revienne comme un leitmotiv dans l'œuvre de Deleuze. PA 73, Haïti 205, CC 48. On n'est pas étonné qu'il soit émerveillé par cette phrase lue chez Dionys Makolo. Un tel bouleversement de la sensibilité générale ne peut manquer de conduire à de nouvelles dispositions de pensée. RF 305. Loin d'être une apologie de l'exceptionnel et du grandiose, la pensée deleuzienne est une microphysique de la pensée. On aurait tort de voir chez Deleuze un penseur tempétueux ou énervé. Arnaud Villani démontre bien pourquoi Deleuze renoue plutôt avec la lignée d'écrivains dont le souci reste classique. Rechercher la structure alcyonienne du réel. 25. Il ne faut donc pas confondre le fait d'une violence nécessaire à la pensée et la pensée rigoureusement calme de ce fait. Cette remarque permet de ne pas conclure du concept de no-choc, des attitudes pédagogiques énervées face aux élèves. 26. C'est l'hétérogénéité du signe qui permet d'amorcer une dynamique, un geste de la pensée, une intensité, une évolution. Bref, une problématisation, opposée à l'homogénéité de l'abstrait, à la fois statique et extensif, collection de résultats. Docteur 32 à 25. De plus, tout ceci est une affaire de différentiel. On ne verra donc aucune apologie de la violence, au sens traditionnel chez Deleuze. Une violence peut être un regard aussi infime soit-il de la femme aimée, ou bien une remarque incidemment prononcée au détour d'une conversation. D'où l'enjeu pédagogique de cette perspective génitale sur la pensée. De telles violences sont à portée de main du professeur. Il n'est pas besoin d'emmener les élèves sur les sommets enneigés ou en pleine mer, pour réussir à susciter chez eux une rencontre capable de leur donner à penser. Il faut simplement qu'une puissance les force à penser, les jette dans un devenir actif. Une telle contrainte est ce que Nietzsche appelle culture. NPH 123. Sur ce point, il faudrait réfléchir sur le rôle de l'art dans l'enseignement de la philosophie. 27. Riche de percepts et d'affects. Un film, tableau, une nouvelle ne sont-ils pas susceptibles de jouer ce rôle d'amorce qui force les élèves à penser ? De nombreuses expériences d'enseignement ont lieu autour de cette intuition. 28. Bien souvent, de tels cours réussissent à construire un problème à partir du concret et s'avèrent fonctionner bien mieux qu'un cours refermé sur la seule philosophie. De l'habitude satisfaisante, répétition à la nouveauté douloureuse, différent. Ce que Deleuze dit de la douleur est important. Il faut d'abord éprouver l'effet violent d'un signe, et que la pensée soit comme forcée de chercher le sens du signe. La douleur force l'intelligence à chercher, comme certains plaisirs insolites mettent en mouvement la mémoire. PS 32 à 33. Heidegger, dans le livre déjà cité Notes sévères de Hölderlin, nous sommes un monstre privé du sens, nous sommes hors douleur. 29. Cette détresse de l'absence de douleur est ce qui peut arriver de plus terrible à la pensée. Elle génère une autre douleur beaucoup plus insupportable.
C'est pourquoi il n'y a nul masochisme chez Deleuze. Il loue la douleur parce qu'elle force à penser, la pensée comme mélange d'amour et de haine. Cette douleur est aussi un certain bonheur, celle de l'élève amoureux de sa professeure de latin et qui devient très bon en thème PS 31. Clin d'œil évident à Spinoza. Il faut opposer cette douleur faite par les signes, nécessaires et productrices de pensée, à celle causée par les autres hommes, réellement destructrice et productrice d'aliénation. Ceci suppose une première critique du désir 30. Il faut se prémunir contre une aberration trop répandue à propos de la notion de désir, ne pas inhiber les intentions et les désirs des élèves, cela ne doit surtout pas signifier les ériger en principe conducteur de l'acte pédagogique. Il y a bien souvent une facilité dans un discours pro-désir. Il est vrai que si l'on suit les envies des élèves, on aura plus facilement la paix, on ira dans leur sens, etc. La démagogie n'est pas loin, la nullité non plus. Deleuze demeurait très exigeant en tant que professeur, et ne faisait aucune concession à la facilité. Il est impressionnant d'apprendre qu'il n'a jamais préparé ses cours différemment, que ce soit au lycée, en classe préparatoire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.